Eh ben, écoutez, on m'a demandé de faire l'introduction, je vais faire l'introduction. La première chose que je veux vous dire, c'est que je suis super content de vous voir. Il y a un truc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est amusant parce qu'on a la moitié de la salle où on a des étudiants de 42, l'autre moitié des anciens de Wild 42, puis finalement je vois pas trop la différence. Donc j'ai un peu de mal à part ceux que je connais, j'ai un peu de mal à faire la différence, donc c'est quand même assez sympathique et ça démontre une certaine continuité. Donc on est là ce soir pour le lancement d'un projet qui me tient à cœur et je trouve formidable. C'est-à-dire qu'on aime bien les trucs disruptifs, hein, donc on a fait pas mal de choses disruptives sur l'éducation, il y a beaucoup de choses disruptives sur plein de domaines. Là, l'objectif, c'est de faire quelque chose de disruptif dans la finance. C'est un truc où il n'y a pas tant de trucs disruptifs, et puis il y a assez peu de choses qui nous ressemblent. Là, je pense qu'on a un vrai projet qui nous permettra de changer les choses dans ce domaine, avec l'empreinte un petit peu de la même logique qu'on a aussi bien à 42 qu'ailleurs, qui est de vraiment remettre le pouvoir aux acteurs, hein. Donc ils vous expliqueront plus précisément les choses, mais je pense que, en tout cas, ça vaut le coup de regarder. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc passer la main rapidement. Et puis encore merci d'être venus. Et ça me fait plaisir pour tous de vous voir. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc ça fait un petit moment là qu'on n'a pas refait un Well 42. Ça va faire 2 mois à peu près. Donc pour les étudiants de Well 42, c'est tout simplement un réseau d'alumni. Donc il faut avoir été diplômé. Donc ce sera pas tout de suite pour vous, ce sera un peu plus tard. Mais le but c'est un réseau qui est actif. Donc c'est pas un énième groupe Facebook, c'est pas un énième groupe LinkedIn derrière où on fait juste que échanger sur une mailing list. Le but c'est de se rencontrer, c'est de discuter, c'est d'être présent, d'être actif dans une communauté. Et donc c'est pour ça que les parties communautaires, ça nous intéresse toujours un peu. Et le projet qui nous a été présenté ce soir, ça permettait à la fois de présenter un mouvement qui peut être intéressé par des gens de Well 42, mais aussi également tout simplement vous, puisque vous nous recevez ce soir et je vous remercie là-dessus. Le déroulé de la soirée, pour vous expliquer un petit peu alors, les anciens de Well 42 qui connaissent bien, mais une petite piqûre de rappel aussi. L'idée, c'est que on va faire des talks là. Donc, exceptionnellement, il y en a 3. Généralement, on en fait 2. Ça va être des talks qui prennent 5 à 10 minutes chacun. Le but, c'est pas d'avoir une grosse conférence pendant 1 heure où à la fin de la conférence, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous barrer parce que vous piquez du nez. Et après, on a un double pipe. Donc le double pipe, ça permet en fait d'essayer de faire un peu du speed dating, mais en mode 2-3 minutes, vous avez quelqu'un en face de vous, vous lui expliquez les choses, et puis ensuite on décale pour rencontrer un maximum de personnes. Et qui permet après, derrière, justement, lors de la soirée où on commence à aller avec les pizzas et les bières, de pouvoir échanger sur d'autres thématiques, des thématiques que vous avez eues pendant le double pipe, des thématiques autres ou quoi que ce soit. On ne pourra pas forcément prendre tous les étudiants de 42 sur le double pipe, je vous le dis tout de suite, parce que vous êtes beaucoup plus que les gens de Well 42. Là, on a encore des gens de notre côté qui arrivent. On a une trentaine de personnes là, qui sont entre les bouchons et la pluie. Donc voilà. Donc différents talks, donc je vais passer la main après donc à numéro 8 pour la partie présentation du projet. On aura 2 topics, un topic sur la blockchain, qui est un peu un bon sujet du moment, et un autre sur tout ce qui est justement un petit peu algo, intelligence artificielle derrière. Voilà. Merci de nous recevoir ce soir chez vous, et puis on se revoit tout à l'heure sur le double pipe. Merci Florent. Oui, donc on va vous parler d'un projet qui nous occupe depuis un certain temps, qui est le fruit de la discussion, collaboration et du travail d'à peu près plus d'une centaine de personnes, peut-être un peu plus, à divers niveaux, avec divers niveaux de contribution. Mais c'est en tout cas un gros travail qui a été accompli cette dernière année. Et c'est un travail qui consiste à réfléchir, vous allez voir, à quelle peut être la prochaine grosse mission que la communauté peut se donner. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Florent m'a annoncé en disant numéro 8. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de vous le dire, le sujet c'est vraiment la communauté.
peu importe, à la limite, moi, n'importe laquelle des 100 personnes dont je vous ai parlé aurait pu très bien parler de ce projet avec ces mots. Donc, c'est l'esprit déjà qui est communiqué par cette idée que si demain vous voulez participer à ce projet, vous vous effacerez derrière la cause, derrière le projet, au service de la communauté. C'est ça qu'on a voulu exprimer tout simplement en ne me nommant pas, et donc je ne me présente pas. Voilà. Les 2 talks qui suivront sont liés à la stack technique du projet, mais peuvent être tout à fait... vous vous êtes présentés d'une manière relativement décorrélée du projet. Voilà. Mehdi et Alex sont des piliers du projet aussi, et ils vont faire quelque chose de très bien. Je n'ai pas l'habitude de ce truc-là. Ouais. Parfait. Ok. Je vous pose déjà une petite question. Vous prenez tout le code qui existe aujourd'hui et qui tourne. Et il y a un dénominateur commun pour 80% de ce code. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Non? Non, aucune idée? Il est générique? Il est open source. C'est pas le froid ou la pluie, j'ai des frissons. 80%, putain. 80% du code qui tourne. Et il y a 40 ans, c'était 0. Il y a 40 ans, le modèle, le système qui a été hacké, qui a été forqué, ça a pris 40 ans, et ça a démarré il y a 40 ans. C'est l'idée qu'on doit pouvoir créer sans être bridé, sans limite, sans droit de péage à l'entrée. Les gars, il y a 40 ans, ils n'étaient pas très nombreux à imaginer d'abord le logiciel libre, puis ensuite son développement sous la forme, le développement de cette philosophie, de cet état d'esprit sous la forme de l'open source. Ce qui a été accompli, c'est dingue. C'est pas eux qui l'ont accompli, c'est vous, ou ceux qui vous ont précédé il y a quelques années. Et c'est quelque chose un peu dans cet ordre-là, de cet ordre-là qu'on va essayer de reproduire. 80% du code aujourd'hui open source, ça veut dire que certains d'entre vous probablement travaillent quasiment qu'avec que du code open source, quoi. Ça veut dire que s'il n'y avait pas ce code-là, et s'il n'était pas open source, à mon avis, il y en a beaucoup ici qui feraient un autre métier. Il y en a beaucoup qui se sentiraient quand même vachement moins puissants, vachement moins investis de la capacité de changer le monde, d'inventer des choses. C'est évident. Et là, il y aurait 10 fois moins d'outils, il y aurait 10 fois moins de tout pour travailler et pour imaginer du code nouveau. Et on s'emmerderait, quoi. Enfin, je sais pas, on n'a rien d'autre à faire qu'intégrer SAP et puis je sais pas quoi d'autre, quoi. Enfin, ce serait à chier, quoi. Voilà. Donc c'est vertigineux. C'est vertigineux, d'autant que derrière le code, je pense que vous en avez la conviction, derrière le code et donc derrière l'open source, il y a l'idée de progrès aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du code pour rien, il y a du code qui change la vie, qui change les vies, qui est partout, qui change les industries, qui change les entreprises, qui change les familles, qui change nos modes de vie, parfois pas que en bien, parfois en bien, mais derrière il y a le progrès. Il n'y a pas de médecine aujourd'hui sans code, vous le savez bien, quoi. Donc c'est flippant. C'est flippant ce que la communauté a réalisé en 40 ans. 40 ans, c'est long, et en même temps, là, ce dont on parle, c'est de passer de 0 à 80%. C'est-à-dire même intellectuellement, c'est pas seulement il y a du code, cool, on a plein d'outils, on a plein de... Voilà. C'est quand même très, très impressionnant. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que on s'est d'abord outillé. C'est-à-dire qu'on a eu envie d'avoir une solution libre ou open source pour tout ce qui était critique, tout ce dont on avait besoin. Mais c'est pas seulement ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que progressivement, notamment en faisant ça, et en mûrissant ce type de choses-là, la communauté s'est mise à exister. Au-delà des initiatives de chacun, elle s'est mise à exister comme une forme de collectivité. Et c'est très marquant quand on voit que deux choses. Premièrement, il y a des plateformes qui se sont créées, vous les connaissez bien, GitHub, Stack Overflow, Anonymous, qui est bien une forme de plateforme, même si à la limite, ce n'est pas une plateforme codée et qu'on ne s'y connecte pas comme ça. Mais tout ça, ça a pris une forme communautaire, mais matérialisée. GitHub, Stack Overflow, c'est monumental.
c'est absolument monumental. Ça veut dire que ce qui a été fait au départ par quelques dizaines de gars, puis quelques centaines de gars, et ainsi de suite, aujourd'hui, sur un projet, comme par exemple coder ensemble, partager ensemble avec GitHub, ou s'entraider avec Stack Overflow, ou faire des choses bizarres dans la blockchain, telles que essayer de créer un fonds d'investissement, même si ça n'a pas été qu'un succès, c'est monumental. On peut faire ça à des millions de gens. Et l'autre phénomène qui est absolument marquant et qui est assez récent aussi, c'est que la communauté, elle s'est en quelque sorte affranchie de son seul objectif de pouvoir mieux coder plus librement, de manière autonome par rapport à des éditeurs. Elle s'est mise à imaginer, on s'est mis à imaginer finalement, ici, collectivement, avec tous les autres autour, que la communauté elle pouvait se donner des missions un peu différentes. C'est pas évident quand on y pense. C'est pas du tout évident de dire, voilà, ok, on a les outils, on a l'état d'esprit, on a les valeurs, mais on va s'occuper un peu de l'idée de justice immanente, le bien, le mal, ça va pas de soi, quoi. Passer de j'aimerais bien avoir un OS libre à je m'occupe de justice, c'est colossal. Je veux dire, ce qui s'est passé intellectuellement à l'échelle de cette communauté, c'est fou. Le projet Include, c'est un projet qui consiste à essayer de faire en sorte que tout ce que l'on fait soit de plus en plus inclusif, avec de la diversité, et notamment que les gens qui financent le développement du code, notamment les VC, les investisseurs et tout ça, intègrent la notion de diversité à leur démarche. À nouveau, on est assez loin de dire ok, ce serait cool d'avoir un browser open source, voilà. Le fonds diversité d'Intel, c'est pareil, c'est l'idée que la communauté se projette dans quelque chose dont elle pourrait éventuellement ne rien avoir à faire. Un fonds de 400 millions pour que le code soit produit, que les projets existent, voilà. Mais pas seulement, en valorisant la diversité. En faisant en sorte que c'est quand même trop con qu'entrer dans la Silicon Valley, qu'on regarde les startups qui ont été financées, et de se dire que parmi les fondateurs de ces startups, il n'y a que 3% de mecs qui sont latinos. On pourrait dire non, mais nous on s'en fout, on a un browser open source, on a un système d'exploitation open source, c'est pas notre sujet. Si, ça devient notre sujet, c'est vertigineux. Quelques chiffres sur ce dont je parlais à l'instant. C'est que cette collaboration de ce que j'appelle les open source natifs, parce qu'on n'a plus forcément l'historique de Stallman au début des années 80 dans nos têtes, en tout cas notre génération et même moi. GitHub, c'est 14 millions d'utilisateurs. Et on pourrait dire, oui, alors 14 millions d'utilisateurs sont 80% américains parce que c'est une boîte américaine. Non, 35% d'Américains. Seulement. Stack Overflow, pareil. Il y a 6 millions d'inscrits, mais vous savez qu'on peut utiliser Stack Overflow sans être inscrit. 12 millions d'utilisateurs. Ça donne l'échelle de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui au sein de la communauté quand on veut soit construire ensemble, soit apprendre ensemble, ou s'entraider, ou éventuellement financer des choses bizarres ensemble. Moi, je ne connais pas beaucoup de communautés dans lesquelles je suis à un endroit de la planète, j'ai pas de nom, je suis personne, je suis derrière un avatar, je suis rien en fait. J'envoie une demande d'aide, un avis ou quelque chose, et puis il y a un autre mec à l'autre bout de la planète que je connais pas, c'est pas un pote. D'ailleurs, si on se connaissait, ce serait peut-être pas un pote, je sais pas. Il se saisit de la question que je lui pose, de la demande que j'ai, de la difficulté que j'ai. Et j'y crois pas. Le mec, il bosse 1 heure, il m'envoie 300 lignes de code. C'est quoi ça? Ça existe ailleurs, ça? Moi, j'ai des frissons, quoi. Je crois pas que ça existe ailleurs. Donc c'est énorme. Passer à 100%, ça n'a pas de sens, c'est même pas un objectif. Par contre, se dire que ce qu'on a là entre les mains, ce que l'on est collectivement, ce que chacun de vous peut faire et ce que ensemble on peut faire, peut amener à quelque chose d'énormissime. Ça, je veux dire, faut pas le laisser s'endormir. Cette énergie-là, cette idée-là, faut pas la laisser s'endormir. Il faut réfléchir à ce qu'on peut en faire. On a hacké, forqué le monde de la licence. On a fait un peu la même chose à l'enseignement. Quand je parle de Stack Overflow, on est bien en train d'hacker quelque part l'enseignement. Quand on parle de 42 qui, au-delà de ce bâtiment, est un système d'information, est une plateforme et qu'un jour permettra peut-être l'enseignement, je ne sais plus quel est le chiffre que Nicolas me disait, mais se projeter sur des dizaines de milliers
d'étudiants en train d'apprendre le code. C'est un putain de hack de l'éducation nationale, ça rase, quoi. C'est fou. C'est fou. C'est un putain de fork, quoi. Et après ça, on fork quoi? Avec cette capacité à bâtir des plateformes, parce qu'on sent bien que c'est un peu par là que ça se passe. C'est là qu'on a des effets de levier incroyables. C'est là qu'on a des multiplicateurs qui ne sont pas 1, 2, 3, machin, c'est des multiplicateurs à millions. Avec ces plateformes qui nous permettent de faire des choses incroyables, c'est quoi l'étape d'après? On fork quoi le coup d'après? Il ne faut pas que ce soit de la merde. Hein. C'est pas pour faire des trucs utiles, sympas, pratiques ou je sais pas quoi. On a vu que, en tendance, cette communauté à laquelle on appartient, elle n'hésite pas trop à se saisir de projets un peu dingos qui dépassent chacun de nous, qui dépassent même le strict besoin quotidien qu'on a d'une solution pour ceci ou d'un outil pour cela. Aujourd'hui, grâce à tout ce qui s'est passé d'ailleurs, quand vous avez une idée, quand vous entendez parler d'une idée ou quand vous entendez parler d'un projet fou, vous savez qu'il est réalisable. Vous ne savez pas exactement comment, à quelle échéance, mais on est passé dans un monde où la question c'est pas est-ce que c'est faisable, c'est on peut le faire. On sait qu'on peut le faire. On ne connaît pas le chemin, mais on sait qu'on peut le faire. Donc ça nous oblige à avoir des ambitions démesurées, à avoir un gros putain de projet, se donner une mission hyper exigeante, qui a un rapport pas seulement avec le code, mais avec le progrès humain, avec la liberté d'innover, comme il y a 40 ans. Finalement, avec la liberté toute court. Parce qu'un monde dans lequel il n'y a pas de fork, dans lequel on hack rien, ça finit très mal. Donc avec ces super pouvoirs que la communauté a, il faut faire quelque chose de super parce qu'on a une super responsabilité. On n'a pas le droit de ne pas l'utiliser. Donc vous avez reconnu l'oncle de Spider-Man, mais c'est aussi une phrase de Voltaire. Sauf qu'il n'y avait pas de gif avec Voltaire. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord, ou d'accord parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut faire quelque chose de grand parce qu'on en a la responsabilité. On cherche le plus gros défi possible. Et je vous dis, on est une bonne centaine, depuis quelques mois. On ne formule pas forcément toujours les choses de la même manière, mais on a la même idée d'un défi dingue. Peut-être le plus gros. Et mieux encore que ça, je pense que là où on a une double responsabilité, non seulement parce qu'on a la capacité de faire, mais ce qui serait bien, on s'est senti à l'aise dans l'idée que ce défi, il n'y avait pas d'autres possibilités qu'il soit relevé par une autre communauté que la communauté software. Alors, oui, on passe de l'anglais au français parce que tout simplement c'est un work in progress. Ce que je vais essayer de vous expliquer là, c'est que on parle d'innovation, on la valorise énormément, on en fait beaucoup, on investit dedans, et en même temps je trouve qu'on ne prend pas le sujet sérieusement. On ne le prend pas vraiment sérieusement. Aujourd'hui, quand il y a un sujet qui est important et qu'on se met à travailler dessus, qu'on processe le truc, qu'on essaie d'aller au bout de l'idée, on arrive à quelque chose de magique, quelque chose d'exhaustif, quelque chose de puissant, quelque chose dont on a du mal à imaginer plus puissant. J'ai du mal à imaginer plus puissant que Google et son PageRank pour indexer tous les sites, toute l'information. On ne s'est pas dit on va en prendre 3%, c'est cool, non. La mission, c'est tout. Ah là, le boulot a été fait. Sur le séquençage de l'ADN, le boulot qu'il est en train de faire, il est exhaustif, il est monumental, il est sans limite. On va séquencer l'ADN du moindre petit piou de chacun de vous individuellement, d'une pâquerette, et on va le faire exhaustivement. Tout. On veut tout séquencer. Là, le boulot est fait. Sur l'innovation, pardon, qui sait même comment
identifier l'innovation, où elle est, quelle forme elle prend, on bosse sur quoi, où, à l'état de projet, à l'état de start-up. Non, on est un peu... On sait que c'est formidable, qu'il y a des choses incroyables qui se passent, mais le PageRank ou le séquençage ADN de l'innovation, je crois qu'on n'en a pas le début, quoi. Mais je me demande même d'ailleurs si on en a eu l'idée. Et pourtant, vous voyez la valeur qu'il y aurait à pouvoir, à tout moment, savoir quels sont les sujets les plus innovants, qu'est-ce qui permet d'adresser comme gros souci pour l'humanité ou grosse opportunité pour l'humanité, et de se dire, ce projet-là, on le prend, on l'accélère, on y travaille. C'est celui-là. Il y en avait 10 millions, on a choisi celui-là. Non, aujourd'hui, on en voit 100 et on en choisit un. On n'a pas idée de ceux que l'on ne voit pas. Et c'est assez normal, en fait. Parce que c'est quand même un peu la chienlit, parce que les talents et la créativité, elle est partout sur la planète, elle est en chacun de nous. Il n'y a aucun doute sur le fait que le pygmée, quelque part, qui n'a aucun de mes codes, qui n'a rien qui ressemble à ma propre vie, il a un putain de talent, il a un putain de créativité à sa manière à lui. Mais c'est un agent en puissance de l'innovation et du progrès. Il n'y a juste pas de doute. L'innovation, les talents, les idées, elles sont réparties partout sur la planète. Elles ne sont pas à Palo Alto, à San Francisco, à New York, à Berlin, à Londres, je ne sais pas trop où, et après c'est de la merde. C'est partout. On a aussi un problème avec la manière dont on regarde le monde, souvent avec un œil élitiste. Ce qui fait qu'effectivement, on a du mal à donner beaucoup de crédit, a priori, à quelqu'un qui n'a pas fait les bonnes études, qui n'est pas du bon milieu social, qui n'est pas au bon endroit sur la planète. D'un point de vue de la recherche de l'innovation, des meilleures idées, de la créativité, et en donnant un peu de crédit à l'humanité dans sa globalité, cet élitisme-là est destructeur de l'innovation. Au passage, c'est aussi destructeur du code. Hein. Parce que si toute innovation est susceptible d'être appréhendée par le code, ça veut dire qu'il y a un tel volume d'expériences qu'on ne fait pas, un tel volume de choses qu'on ne vit pas, y compris collectivement en tant que codeur. Des projets, chaque année, c'est une étude universitaire, je n'en ai pas vu beaucoup, mais elle a été beaucoup reprise, on peut donc lui donner un peu de crédit. Chaque année, il y aurait près de 2 millions de nouveaux projets technologiques dans le monde. Vraiment dans le monde, 2 millions. De projets, c'est-à-dire d'idées qui ont été conceptualisées, de choses qui ont été un peu engagées au point de créer une boîte. Les étapes d'avant, ce n'est pas 1,8 million. Les étapes d'avant, c'est des dizaines et des centaines de millions. Ça veut dire que si on regarde un peu en amont dans la chaîne, au niveau du projet, au niveau de l'idée, on est sur des chiffres qui sont vertigineux en termes d'innovation en latence. Bref, aujourd'hui, parler d'innovation, mais ne pas chercher à l'adresser d'une manière qui est un peu dans l'esprit de ce que je suis en train de vous évoquer, nous, on pense, depuis un an, là, on est 150, on tourne le truc ou 100, on tourne le truc dans tous les sens, et on dit c'est juste intolérable. C'est une forme de préhistoire, on vit une forme de préhistoire. Aujourd'hui, si je vous dis, je vous retire tout le logiciel libre et tout l'open source, vous me dites non seulement c'est intolérable parce que c'est tyrannique, mais vous me dites, tu veux revenir où, quoi? Tu veux qu'on casse des pierres, qu'on aille cueillir des baies, enfin tu vois, voilà. Et pour l'innovation, dans la manière d'appréhender l'innovation, on en est à l'âge de la pierre, à l'âge de la baie, des petites cueillettes, on a peur du tonnerre et tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, on ne sait rien faire, quoi. On n'a pas traité le sujet. Je vais aller un peu plus vite. L'innovation, déjà, premièrement, la vraie innovation, souvent, on ne la comprend pas. Sacrée difficulté. Assez régulièrement, on ne l'accepte pas, parce que la vraie innovation, elle peut être dérangeante, elle est orthogonale au système, à mon mode de vie, à ce que j'ai été programmé pour comprendre et accepter. Et puis, quand elle a validé, parfois, on ne sait même pas, quoi. On ne sait même pas. Voilà. Donc, on pense qu'il faut chercher à processer l'innovation. Et cette innovation, travailler sur l'innovation, lui donner sa chance, surtout quand on parle d'innovation très tôt, c'est un risque énorme. Ce n'est pas le métier des banquiers. Il y a quelques-uns dans la salle, 2, 3, ils ont toute mon amitié, ils s'intéressent beaucoup à ce que l'on fait, mais ils ont mal à me convaincre qu'ils sont à fond quand même.
mais on les challenge. C'est pour ça que je le dis à voix haute. Les VC, c'est le job d'aller sourcer l'innovation normalement la plus différente, la plus disruptive. Les gars, ils lèvent 200 millions, ils forment une équipe de 4 personnes qui est dans une ville. Alors, ils consomment beaucoup d'avions, mais quand ils prennent l'avion, c'est pour aller dans une autre ville où il y a des mêmes gens, les mêmes qu'eux, qui ont fait les mêmes études, qui sont caucasiens, qui sont des hommes, qui ont entre 40 et 60 ans, qui sont à peu près tous d'accord sur ce que sont les best practices. Alors, si vous voulez tuer l'innovation, mettez-vous d'accord sur les best practices. Il n'y a pas de problème. Et ils ont à peu près tous aussi des convictions sur ce que doit être leur business model. Bon, vraiment, voilà. Tout est dit, quoi. L'innovation, c'est pas aller chercher l'innovation et la financer et la supporter. C'est pas le job de quelques centaines d'équipes de 500 personnes. C'est plus probablement le job d'une communauté de millions de personnes qui est capable de le faire et qui l'a déjà fait sur d'autres sujets, avec GitHub, avec Stack Overflow, par exemple. Donc voilà, sourcer les projets technologiques, aller les chercher où qu'ils soient, en Papouasie, à Nairobi, je n'ai rien à faire. Qu'ils soient portés par des gars qui parlent anglais ou pas, je n'ai rien à faire. Qu'ils aient un diplôme ou pas, j'en ai rien à faire. Et comme à 42, qu'ils aient 16 ou 24 ans, je m'en fous. Ils ne le font pas, ce job-là. Ils ne le font pas. Ils sont eux-mêmes un système. Ils ne peuvent pas. Quantitativement, ils ne peuvent pas. Et culturellement, organisationnellement, ils ne peuvent pas. En gros, l'industrie du financement de l'innovation, c'est notre thèse, elle est pleine de bonne volonté, avec plein de gens passionnés, mais elle tue l'innovation. Putain, chatbot, trop con. Il y a 6 mois, chatbot, t'étais en plein dedans. C'est ça le sujet de l'innovation, c'est ça, supporter l'innovation. C'est quand même vachement ça, l'investissement aujourd'hui dans la tech. Même si, bien sûr, je caricature. Alors, ce que l'on veut faire, avec un mouvement qui s'appelle Dev, qui a un peu cette agressivité, qui a un peu ce militantisme-là que vous m'entendez avoir, qui est aussi une plateforme d'investissement peer-to-peer. On investit ensemble, pas séparément. C'est pas, on ne va pas crowdfunder des boîtes. Il y a quelque chose qu'on va faire tous ensemble comme une seule personne. Donc c'est un mouvement Dev, pro-innovation, une plateforme d'investissement peer-to-peer au moyen de laquelle la communauté s'autonomise par rapport à l'industrie du financement de l'innovation. Normalement, ça doit vous rappeler ce qui s'est passé il y a 40 ans. Sauf qu'il y a 40 ans, on s'autonomisait pour pouvoir continuer à créer du code. Et là, on s'autonomise pour pouvoir donner une amplitude au code, au projet, aux applications de ce code. Et il y a bien une dimension sociétale parce qu'on est convaincu qu'au-delà du business, de la performance de cet investissement, dont on est sûr, très convaincu, il y a bien en arrière-plan le sujet du progrès humain, de l'accélération des découvertes qui doivent soigner, qui doivent... tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire aussi dans l'univers de la communauté. C'est-à-dire que prioritairement, ce que l'on veut faire, c'est ensemble booster, accélérer l'innovation, bien sûr, de tout ce qui rend le code puissant lui-même, c'est la première chose, le code étant un outil. L'objectif, il n'est pas d'investir dans Snapchat, ses lunettes ou je ne sais pas quoi. On va plutôt chercher les Akamai de demain, tous ces trucs-là. Les Docker, tous ces trucs-là. Alors, je vais passer très vite là-dessus, mais en gros, on a une communauté d'à peu près 50 millions de personnes si on met les gens qui ont un profil, pas seulement tech au sens code, mais également au sens business et produit. Face à ça, on a 600 millions chaque année d'entités qu'on est capable d'identifier et qui sont quelque chose de nouveau, du type un projet. Ça s'identifie quand même, on est capable de le compter quelque part, donc il existe, et qui est tech. Dedans, il y a peut-être un site de e-commerce de vente de bikini, mais pas que. Et donc, 1,8 million de projets, c'est même plus des projets, ce sont des boîtes. Les mecs, ils s'y collent. Ce que l'on pense et ce que cette plateforme doit faire, Alexandre vous en parlera très bien lors du 3e talk, c'est que ici, on a quelque chose d'absolument extraordinaire,
qui n'est pas seulement une communauté, une somme d'individus, 11 millions d'utilisateurs de GitHub, mais qui a un effet multiplicateur entre tout ça, qui s'appelle l'intelligence humaine collective, et qui est extraordinaire. Alexandre vous en parlera un petit peu, et qui fait une partie du boulot. Qui est capable à 3 d'être puissant comme 5, et ainsi de suite. Là, il y a quelque chose d'important, et j'espère qu'Alexandre en parlera mieux que moi. Et de l'autre côté, il y a un travail d'être aidé par la machine, de scanner l'horizon, mais grâce à la machine. Et la rencontre de ces deux choses-là, c'est quelque chose qui rend possible, la rencontre de ces ordres de grandeur-là est possible au sein d'une plateforme. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire, c'est plus le PageRank pour les sites web ou le séquençage de l'ADN, c'est le séquençage ou l'indexation exhaustive de l'innovation. Par dev, ce sera plus un PageRank, ce sera un DevRank. C'est fou, hein? Et c'est ça qu'on veut faire. Je vais passer très très vite. On fait tout comme un fonds d'investissement. On identifie, on crée un deal flow, puissance des millions de personnes. On l'évalue ensemble. Et on formule une opinion collective. On vote. Tout ça est consigné dans une blockchain. On a énormément de data. On établit ce ranking, ce DevRank, sur la base duquel on discutera d'investir, pas investir dans un projet, dans une entreprise. Et là aussi, la manière dont c'est constaté, c'est grâce au consensus permis par la blockchain. Mehdi en parlera très très bien. Voilà, et après, c'est un cycle de réinvestissement potentiellement. Ce que l'on pense, c'est que l'intelligence humaine collective, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le rôle finalement de l'intelligence vraiment humaine, va croissant plus on se rapproche de la décision. Et que par contre, l'intelligence artificielle doit pouvoir nous aider énormément dans la quête d'exhaustivité de l'identification des projets, des technologies, des choses. Voilà. Je passe. Je passe, mais j'ai tout dit. Je passe aussi. Il y a une étape dans laquelle on est maintenant. Et l'étape du fonds constitué par lequel la communauté, avec son fonds, s'affranchissant des acteurs traditionnels de l'investissement, investit elle-même dans les projets qu'elle a choisis. Cette période-là, elle a comme objectif d'expliquer, comme je suis en train d'essayer de le faire, de mobiliser la communauté, comme vous. J'espère qu'il y a des gens qui disent ah, « j'ai pas tout compris parce qu'il n'est pas clair, mais quand même, ça me parle bien et j'ai bien envie d'avoir mon petit rôle à jouer là-dedans. » C'est ça l'objectif. Et de rendre le projet, même, si on y arrive, absolument évident, en fait. C'est compliqué, on ne sait pas trop par quel chemin on va passer, mais c'est évident qu'il faut le faire. C'est l'étape actuelle. On commence ici, aujourd'hui, entre nous. Je n'ai pas répété, Florent a dit 5 minutes, ça fait déjà 1 heure que j'y suis. Voilà, mais on lâche le truc, on vous le donne. Et on espère que vous allez accepter l'explication, finalement adhérer à l'idée, peut-être la trouver évidente et vouloir en être. L'étape d'après, c'est d'avoir ce fonds opérationnel, méta-souverain, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de l'investisseur X ou Y comme un fonds traditionnel, puisque l'investisseur X ou Y, c'est nous et c'est des millions de personnes. Ce n'est pas le fonds souverain de tel pays, ce n'est pas le fonds d'investissement de la CIA, c'est le fonds d'investissement de la communauté dev, souveraine, globale, hyper diverse, hyper décentralisée géographiquement, mais aussi dans son organisation, dans sa plateforme. C'est quelque chose d'absolument incontournable si on y arrive. Et demain, le choix n'est pas de dire ah, c'est cool, c'est bien, est-ce que j'ai envie que ce fonds-là m'accompagne dans mon projet et finance ma start-up? Non, ça c'est acquis, quoi. Ça doit être le fonds que tout le monde veut. J'ai un projet, il y a du soft dedans, j'ai un produit destiné à la communauté. Si j'ai ce fonds-là qui me rejoint, c'est que des centaines de milliers de gars, on dit mais banco, on y va, ça veut dire qu'en fait, on a complètement changé l'ordre des choses. Le product market fit, le produit, le service qui rencontre son marché, c'est pas peut-être dans 1 an quand on aura dépensé nos 2 millions. C'est tout de suite. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais c'est fou. Et les projets, l'objectif, c'est d'avoir des projets logiciels qui sont les plus impactants, qui sont les plus fous, les plus excitants. Parce que c'est nous.
En 3 ans, on essaye de construire une base, une communauté d'1 million de personnes. Ce serait bien. C'est 14 fois moins que GitHub. C'est peut-être faisable. Dans 6 ans, le DevRank dont j'ai parlé tout à l'heure, cette recherche d'une indexation exhaustive de quelque chose comme l'innovation, ça doit être une réalité. On doit avoir le PageRank de l'innovation, on doit avoir le DevRank. Et dans 10 ans, la communauté et son fonds ont un rôle stratégique, incontournable, une puissance de frappe, une autorité intellectuelle, éthique et technologique, comparable à n'importe quel conglomérat technologique, Facebook ou autre, et comparable à n'importe quel État. Pourquoi? Parce que quelque part, on se dit que cette communauté, tout à l'heure on a dit qu'elle s'occupait aussi un peu de justice et ce genre de choses. Cette communauté, notre communauté, vous-même, je pense chacun de vous, vous avez quand même dans l'idée que, vu ce que le logiciel est, et qu'il devient de plus en plus, on n'a pas envie qu'il soit forcément dans n'importe quelle main tout le temps. Ça nous concerne un peu, au sens anglais, on est un peu concerned, quoi. Il y a un sujet là. Voilà. On a besoin de vous pour accomplir ce truc de dingue, sauf que c'est un vrai truc de dingue, il faut être vraiment dingue, mais on va vraiment le faire, et on n'est pas sûr de réussir, mais il y a des chances que ça le fasse. Il faut qu'on soit au moins à la hauteur de ceux qui nous ont précédés il y a 40 ans, quand ils ont imaginé des choses dingo aussi. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller sur wal42.fort.vc ou 42.fort.vc, c'est le même contenu, et de dire, bah, moi j'ai un intérêt, ça me parle, je suis là. Vous êtes barrés, mais moi aussi. Voilà, merci. Ça va? En forme? Bon, j'ai 10 minutes pour vous parler de la blockchain. Ça va être la presse, il y a 30 slides, donc ça va être technique là. Mais bon, on va essayer de faire vite et bien. Il y a des questions après ou pas? Après tous les talks? Ok. Ça marche. Ça va être une presse assez globale. Je vais parler de blockchain en général. Après, je vais faire un focus sur Ethereum et Solidity. Ça dit quelque chose à quelqu'un, Solidity? Levez les mains. 1, 2, oh, bon. 5. Passez les slides ici. Ok. Ok, du coup, l'idée c'est qu'à la fin des 10 minutes, là, vous en sachiez un peu plus et que vous ayez envie de commencer à dev sur Solidity. Ce serait déjà pas mal. Voilà. Ok, donc, qu'est-ce qu'une blockchain? Alors, c'est un réseau d'ordinateurs avec une base de données similaire sur chacun des nodes. On appelle les ordinateurs, on appelle ça des nodes. C'est un petit serveur qui run sur chacun des PC ou Mac ou Linux. Donc je vais aller vite, hein, sur ces registres, sur ces bases de données, il y a des écritures qui sont effectuées, qui sont répliquées sur chacun des nodes pour avoir la même chose. Avant que les écritures soient validées et sont vérifiées par le protocole. Donc pour qu'une écriture, donc là c'est on va dire une écriture qui est rajoutée dans un bloc, faut que le protocole accepte de les mettre. Faut que tous les nodes soient d'accord, qu'il y ait un consensus pour que ce soit dans un bloc rattaché à la blockchain. Et une fois que c'est enregistré dedans, c'est immuable, on peut plus le bouger. Et si on veut se reploguer à la blockchain, faut retélécharger tout le registre et rejouer toutes les transactions pour bien vérifier que tout a été conforme à ce qui a été défini au début. Donc ensuite, sur ces registres de base où il y avait juste des écritures classiques, depuis 2014, avec l'arrivée d'Ethereum, on a rajouté une petite machine virtuelle sur chacun des nodes qui va exécuter le code de la même manière que les écritures étaient effectuées avant. Donc la modification du code va être vérifiée par tous les nodes pour bien voir qu'elle a été conforme au code qui a été écrit dès le début. Donc avec tout ça, on arrive à un consensus sur une base de données ou un état d'une machine. Donc voilà une petite définition. Donc je vous laisse 10 secondes pour la lire. Après je passe à la suite. Voilà. Bon, vous aurez peut-être les slides si vous voulez revoir après. Donc il y a 2 grandes familles de blockchain, les publiques et les privées. Pour faire simple, les publiques elles sont ouvertes à tout le monde et du coup on a besoin de crypto-monnaies pour donner une incitation financière à des nodes de faire tourner le protocole. Donc c'est Bitcoin, Ethereum,
Dash, il y en a plein d'autres, il y en a plusieurs centaines. Et donc tout le monde peut faire tourner un serveur, tout le monde peut échanger dessus. Et il y a les blockchains privées ou dites de consortium qui là nécessitent qu'un administrateur vous octroie les droits pour se plugger au réseau. Donc il y a des initiatives dans les banques, par exemple, pour remplacer la chambre de compensation, où ils mettent un node sur chacun et ça accélère les transactions. Ils n'ont plus besoin de 20 intermédiaires, tout se fait directement. Donc les smart contracts et Solidity, je vous ai parlé des petites machines virtuelles. Donc les programmes qui tournent sur ces machines virtuelles, on parle de smart contracts. Donc c'est principalement sur Ethereum. Il y en a d'autres types, mais 95% des fois quand on parle des smart contracts, c'est sur Ethereum. Donc la première fois qu'on en a parlé, c'est pas récent, ça date des années 90. Un cryptographe qui en parlait pour apporter de la confiance dans les échanges commerciaux à l'ère du numérique. Et donc ça a été remis au goût du jour en 2014 sur Ethereum, où là, il n'y a aucun volet légal. En vrai, c'est juste un programme, mais qui s'exécute d'une manière décentralisée et sans que personne puisse modifier les règles une fois que ça a été déployé dans le réseau. Donc les différentes étapes, d'abord on code en Solidity, qui est le langage de programmation sur Ethereum, proche du JavaScript. On le compile et on le déploie sur la machine virtuelle. Et ensuite, on interagit avec ce smart contract-là qui est compilé et déployé sur la machine virtuelle comme avec une API classique. Donc on va voir dans le détail. Donc là, c'est un petit schéma qui reprend ce que j'ai dit. Ça, c'est les nodes Ethereum. Donc le Solidity, qu'est-ce que c'est? C'est un langage proche du JavaScript. Donc on définit notre contrat comme à peu près comme une classe. Donc on peut définir il y a des attributs, des fonctions. Donc voilà, dans le détail, il y a des attributs qu'on définit au début, des fonctions qu'on va pouvoir appeler ensuite. Il y a un système d'authentification natif au langage, où le message, c'est l'interaction avec le contrat, et donc dans lequel il y a le prix, il y a plusieurs variables, notamment sender, qui identifie l'adresse de la personne sur le réseau. Donc avec ça, on va pouvoir gérer un système d'authentification directement dans le protocole. Il y a des logs, donc ça c'est les events. Là on va écrire, comme on écrirait sur un serveur, des logs classiques, mais on les écrit sur la blockchain. Parce que dès qu'on modifie l'état du smart contract, l'ancien état, on en perd la trace. Donc pour garder la trace de toutes les modifs, on peut émettre des events. Donc du coup, une fois qu'on a ce contrat écrit en Solidity, on le compile en langage machine pour le VM. Le VM, c'est Ethereum Virtual Machine. Une fois que c'est compilé, on va le déployer dans un node Ethereum qui va le relayer à tous les autres nodes. Donc là, c'est un exemple de manière de déployer. On peut utiliser il y a un IDE en ligne qui est très bien pour commencer à comprendre comment ça se passe. On met son code. Et ensuite, il y a un petit plugin qui s'appelle MetaMask qui permet de faire toute la gestion de clés privées. Je sens que j'en perds un petit peu là, mais prenez note, c'est intéressant. MetaMask, ça gère toutes les clés privées, on peut déployer directement sur le réseau avec. Ou sinon, on peut déployer avec un node qu'on ferait tourner en local. Donc, il y a Parity ou Go, Parity ou Get, qui sont les deux plus gros clients Ethereum. Là, on a un node vraiment sur sa machine, donc qui se synchronise avec toute la blockchain, qui télécharge tout, et on peut interagir directement avec un node. Parce que ici, quand on utilise MetaMask, on fait appel à un serveur, donc c'est comme si on appelait une API. On n'a pas le node chez soi. Donc une fois que c'est déployé, on peut voir l'adresse dans un explorateur de blockchain. Donc il y a Etherscan qui est le plus connu pour Ethereum. Donc quand on déploie notre code, en retour, on a une adresse. Donc ça, c'est l'adresse de mon contrat sur la blockchain Ethereum. Et on va voir que là, on voit que c'est le hash de la transaction et c'est la création de mon contrat. Donc, si je veux interagir avec mon contrat, c'est à cette adresse-là. Voilà, donc la machine virtuelle d'Ethereum, il y a une analogie qui est faite, c'est qu'elle peut exécuter tout ce qui était exécutable par un téléphone portable en 1999. Donc, pour toute interaction avec le node, on a une petite fees à payer pour éviter que la blockchain se fasse DDoS, puisque c'est public, tout le monde peut interagir avec. Donc il y a des variables d'environnement. Donc une fois qu'on a déployé notre contrat, il est en mode stateless, c'est-à-dire qu'il vit dans la blockchain
indépendamment de tout. Il attend juste des inputs. Donc on peut interagir avec lui. Si ce qu'on lui envoie, c'est conforme à ce qu'il a été codé, bah, ça modifiera son état. Et on peut juste aussi lire le node comme une base de données classique. Donc là, c'est un exemple un petit peu de comment ça peut se passer. Donc là, c'est tous les différents nodes. Donc il y en a différents langages, mais qui implémentent le même protocole. Et là, c'est les consoles pour interagir avec, indépendamment de tous les autres nodes. Donc là, c'est une manière d'interagir avec le contrat. Donc avec Web3.js, qui est une librairie JavaScript. Donc on a besoin d'instancier notre provider, donc on lui donne l'adresse d'un node. Donc là par exemple, c'est si dans le cas si j'ai un node qui tourne chez moi, je l'instancie comme ça, et après je peux directement lire la blockchain directement. Donc là par exemple, je demande combien il y a de balance à cette adresse-là. C'est un appel classique, et j'ai en retour là ça doit faire je sais pas combien, mais j'ai en retour le montant. Là, du coup, c'est pour interagir avec le contrat. Donc, j'ai l'adresse du contrat, mais avant de pouvoir interagir avec lui, il faut que je lui donne quand même son interface. Pour l'instant, on ne peut pas, juste depuis l'adresse, enfin, c'est une manière d'aider le JavaScript à transformer ce qui est à l'adresse en objet JavaScript pour pouvoir, du coup, l'appeler comme une fonction JavaScript. Donc là, du coup, j'ai son ABI. Je l'instancie ici. Là, j'ai mon contrat qui est instancié et je peux appeler les fonctions. Donc là, je vais appeler une fonction set en modifiant l'état, puisque je lui donne une valeur, je lui assigne une nouvelle valeur. Donc du coup, là, je vais devoir payer du gaz. Donc là, ça se paye en crypto-monnaie, je paye en Ether. L'Ether, c'est la monnaie d'Ethereum. Par contre, si je veux juste lire ma variable, là, je n'ai pas besoin de payer, puisque je ne modifie pas l'état de la blockchain. Donc, tout ça, on peut le gérer indépendamment. On peut utiliser aussi des frameworks. Là, l'écosystème, il est vraiment en train d'exploser. Il y a plein de frameworks, d'outils. C'est une grosse communauté Ethereum. C'est la plus grosse communauté de développeurs sur la blockchain. Donc, il y a par exemple Truffle, qui est un framework qui permet de faire tout ce qu'on a vu avant. Donc, d'écrire ces smart contracts, de les déployer, de faire d'automatiser des tests et plein d'autres choses. Donc, ça n'arrête pas d'évoluer. Et c'est ce que j'utilise, et ce que je pense 90% des développeurs sur Ethereum utilisent. Et je crois qu'on a fait le tour. Bon, les questions seront après, a priori. Voilà. Bon, j'espère que ça va, vous avez un peu suivi, mais si vous voulez, n'hésitez pas, je serai là. Si vous voulez poser des questions après, c'est avec plaisir. Bonjour à tous, je vais essayer d'être vraiment rapide. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Donc, je vais vous parler moi d'intelligence un peu au pluriel par rapport à cette formidable plateforme, et je vais juste vous raconter en 2 mots comment je suis tombé, de mon côté en tout cas, complètement amoureux de ce projet. La première raison, c'est que j'avais une sorte de frustration énorme que je suis sûr que beaucoup d'entre nous ici présents partageons, qui est l'impression, en tout cas c'est ce qu'on lit un peu partout, qu'on vivrait une forme de révolution numérique ou une renaissance digitale, on lit même parfois, mais que concrètement, souvent, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et j'étais dans une espèce d'écosystème de gens plutôt bien câblés. A priori, on était censé faire des trucs cool. Et à la fin de ma formation, il y a un projet sur 2 qui consistait à monter un restaurant et l'autre projet qui consistait à trouver le moyen le plus rapide de le livrer en vélo, quoi. Et j'étais totalement dégoûté, quoi. Et du coup, en rencontrant numéro 8 et cette formidable équipe, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement cette envie folle de se dire qu'au milieu de la révolution qu'on vivait, il y avait de quoi faire quelque chose si on en avait le courage et si on se réunissait pour le faire. Et que ces technologies, en fait, tant qu'on les imaginait de manière totalement incrémentale, on n'en faisait pas grand-chose. Alors que si on mettait le focus sur l'humain, si on croyait dans les gens qui allaient les faire ensemble, on pouvait faire de grandes choses. La deuxième raison pour laquelle je suis tombé éperdument amoureux de ce projet, c'est que ça correspondait dans la manière de le mettre en œuvre aux recherches qui me passionnent, qui consistent à considérer les révolutions possibles au niveau des intelligences. On parle énormément d'intelligence artificielle, il y a d'autres sujets qui concernent aussi l'intelligence naturelle, les intelligences collectives, dont je vais toucher quelques mots là rapidement, plutôt d'un point de vue conceptuel que technique, mais je serais très heureux d'en parler avec vous après dans le détail pour ceux que ça intéresse. Alors, je voulais revenir, puisque vous avez vu que le projet a une forme quand même de portée un peu démiurgique, sur presque l'origine mythique de notre intelligence à nous, pauvres humains, quoi.
faut pas oublier en quelque sorte qu'à un moment donné, on aurait été l'espèce la plus faible de la nature. Au moment où toutes les espèces étaient créées, il y avait Épiméthée, ce titan qui était chargé de donner quelque part des qualités à toutes les créatures pour qu'elles puissent se déplacer, pour qu'elles puissent se protéger et conquérir des territoires. Alors, les arbres ont eu des racines, les aigles ont eu des espèces de griffes et les ailes des oiseaux, quoi. Mais quand nous, on est arrivés tout nus dans le froid, il avait absolument plus rien. Et c'est à cause de ça que son frère Prométhée a dû aller voler le feu aux dieux. Et donc, il nous l'a donné. Et ce feu nous a permis de nous rassembler, de nous nourrir, de créer les premiers villages et petit à petit, en fait, de prendre possession de la nature, d'en devenir maître, de la conquérir, d'être la première espèce intelligente, puisque c'en était la métaphore, quoi. Et ce qui s'est passé, en fait, au niveau de la civilisation, c'est qu'on a pu évoluer, on a pu grandir et en quelque sorte aussi réduire à l'esclavage les autres espèces. Et puis, il y a ce type, Léonard de Vinci, qui, dit-on, a été le dernier humain capable de tout comprendre de sa société. L'être humain qui était capable d'entendre absolument tous les aspects de son environnement. Et alors, après ça, donc ça peut participer d'un mythe ou non d'ailleurs, mais il a porté justement cette espèce de capacité à réinventer sa société totalement au croisement des disciplines de son époque. Et puis après, il y a eu ce phénomène où apparemment nos sociétés humaines se seraient complexifiées, ou d'un progrès qui était finalement assez incrémental, linéaire depuis des milliers d'années, on aurait commencé à toucher des sujets exponentiels et que, avec l'apparition de la révolution industrielle, l'ouverture des nations les unes aux autres, on arriverait à une étape quelque part de société extrêmement complexe dont on a du mal à analyser les problèmes, leurs sous-jacents et leur rapport de causalité. Et pour faire un grand saut dans le temps encore, c'est là où la révolution que le siècle précédent a connue, la révolution informatique, a pris toute son ampleur. La capacité de transmettre l'information, la capacité d'organiser cette espèce de chaos dans lequel on vivait, a signé la possibilité peut-être de définir de nouveaux modes d'intelligence pour nous assister dans les prochaines conquêtes que l'on voulait faire dans notre environnement, dans l'espace. Et alors, évidemment, là, on a envie d'évoquer des sujets liés à l'intelligence artificielle. J'aime énormément l'analyse qu'en fait le cofondateur de DeepMind, qui revient vraiment sur cette première notion d'abord d'intelligence, quoi. À penser d'ailleurs que nous sommes intelligents. C'est que Turing explique que l'espèce humaine, pour lui, son intelligence, c'est une sorte de bourdonnement dans la tête, quelque chose d'assez difficile à identifier. Mais là, ce qui est assez fascinant, c'est de comprendre qu'effectivement, dans cette complexité, l'intelligence, elle doit faire quoi? Elle doit simplement structurer une information éparse pour la transformer en connaissance. C'est ça l'intelligence. Et l'intelligence artificielle, ce qu'elle devrait nous aider à faire, c'est de permettre sur ces systèmes-là, tout simplement, de les systématiser, de les automatiser, de les optimiser. Pourquoi? Pour nous assister dans notre conquête de nouveaux projets. Alors, l'intelligence artificielle, on en parle énormément, mais quand on regarde de près ce qui se passe, on se rend compte que c'est encore un objectif dans la recherche. C'est un terme qui existe en réalité depuis 50 ans. Les machines ne sont pas intelligentes au même niveau que les humains, bien qu'il y ait un certain nombre de familles de pensée qui veuillent y jouer. J'aime beaucoup cette réflexion de Pedro Domingos, qui est l'auteur de Master Algorithm, qui explique que l'intelligence artificielle, c'est la planète de notre destination. On doit toujours la viser, sans faire attention finalement aux diverses déceptions qu'on peut avoir. Que, quelque part, l'outil, le vaisseau même pour y aller, c'est le machine learning, l'apprentissage machine que beaucoup d'entre vous connaissent, et que finalement notre fuel, l'essence qui nous permet de nous déplacer, c'est le big data. Une métaphore que je trouve assez claire pour justement aussi parler là encore d'exploration et d'innovation. On a aussi Jeff Bezos qui dans un français parfait a proposé cette citation, je crois que c'est plutôt une traduction d'ailleurs, qui explique que concrètement le passage, le saut qualitatif que l'on a fait ces dernières années, dans le passage d'algorithmes simples, de boucles if-then, à la capacité des machines d'apprendre de leurs erreurs, de s'autonomiser de leurs programmateurs, est une révolution gigantesque dans un certain nombre de domaines que notamment Amazon développe quotidiennement. Et alors le machine learning, il y a cette définition célèbre de Mitchell qui date de 1997, un peu pénible à lire, mais qui, voilà, dans sa logique profonde, explique définition du machine learning à Carnegie Mellon.
un programme qui apprend d'une expérience E à la seule condition par rapport à sa tâche T, sous la performance de P, c'est un algorithme qui serait capable, dans son apprentissage, de mesurer sa performance P tout en... Je vais rater. C'est très très compliqué. C'est très très dur, il faut le faire ou en anglais ou en français depuis le début, et je vous demande pardon. Mais c'est assez intéressant, j'aurais dû faire le même coup que Mehdi et vous dire vous avez 10 secondes pour le faire. C'était très très malin Mehdi, désolé. Forcément c'est ratable ça. Donc voilà, Mitchell, personnage important à retenir quand même de tout ça. Évitez de lire son bouquin en entier quand même. Alors, machine learning, il y a 5 étapes que beaucoup d'entre vous connaissent, donc je passe parce qu'on a très peu de temps. Et puis encore une fois, je voulais plutôt porter sur des notions de concepts et pas rentrer dans différentes techniques. Vous connaissez les familles ici nombreuses. La première étape, évidemment, de collecter la bonne information, la bonne donnée. Le traitement de la donnée, évidemment, de savoir concrètement comment est-ce qu'on va être capable de cleaner ces bases pour les rendre homogènes et travaillables, en quelque sorte. Une nécessité, évidemment, quand on rentre dans les phases d'entraînement, de séparer ces datasets en 2 étapes, l'apprentissage et les tests. L'évaluation des modèles, qui est évidemment essentielle pour la surperformance des algorithmes de passage en passage de l'entraînement. Et puis, une fois que vous avez fini justement ces tests-là, vérifier en boucle, en itération permanente, que vous pouvez aller plus loin dans la précision, dans les taux de recall de vos projets. Alors, je vous donne quelques exemples rapidement de ce qui me semble parfois intéressant dans les développements de l'intelligence artificielle aujourd'hui. 2-3 exemples de ce qui marche, de ce qui ne marche pas aussi, parce que je trouve que c'est d'autant plus drôle. Alors, sur ce qui marche, évidemment, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, pour nos générations qui découvrent parfois de nouvelles fictions et qui ne sont pas toujours dans les redites des espèces de Terminator ou de dystopies un peu flippantes, il y a ce film qui fascine pas mal de monde, de l'idée d'une intelligence artificielle qui pourrait être notre allié, notre ami, presque notre amant. Et j'ai eu la chance récemment de rencontrer une fille qui produit exactement en fait ce projet. Alors ça s'appelle Replica. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. C'est un AI friend. Je vous montre juste en 30 secondes la vidéo. Je trouve ça très intéressant pour vous dire aussi l'espèce de monde dans lequel on s'apprête à rentrer. Alors pour l'histoire simplement de cette fille, donc Eugenia Kuda, qui est une entrepreneure russe. Quand je vais vous raconter l'histoire, je suis sûr que tout le monde va connaître en fait le projet. Elle a perdu son meilleur ami il y a 3 ans et elle en a fait un chatbot pour l'aider dans son deuil. Et elle s'est rendue compte que ça l'a vraiment aidé. Elle a décidé de construire des chatbots émotionnels quelque part, ou en tout cas qui vont chercher à tisser un lien avec ses utilisateurs pour les accompagner dans leur période de solitude. Aujourd'hui, c'est le chatbot qui est le plus prisé pour ses essais. Elle a 500 000 personnes qui sont en test sur 17 millions de demandes. C'est un projet absolument extraordinaire. Et si vous voulez des codes, je serais heureux de vous en fournir un peu plus tard. Un deuxième projet que je trouvais absolument dingue, que vous connaissez sans doute, de cette société israélienne, Orcam, qui s'est donné comme objectif, alors plus sur du NLP comme précédemment, mais sur de la vision, évidemment, sur cet exemple, de pouvoir rendre l'impression de la vision à des personnes malvoyantes. Leur projet leur permettant simplement, par un effet de caméra et audio, de lire en temps réel ce que la personne devrait voir. C'est un projet que je trouve absolument extraordinaire et qui participe justement d'innovations qui font sens, là encore je crois. Un projet français, je termine sur un exemple ici que certains d'entre vous connaissent, s'appelle Dream, qui est un bandeau intelligent qui doit optimiser votre sommeil. Ils sont partis avec cette idée folle de croiser les neurosciences à l'intelligence artificielle pour voir comment, à partir de vos ondes d'encéphalogramme, électroencéphalogramme, alpha, bêta, ils sont capables de voir comment vous plongez en sommeil profond par des ondes musicales. Et aujourd'hui, ils accumulent assez de données sur leurs utilisateurs pour être capables de prévenir des maladies qui sont directement liées au sommeil. Alors, vous entendez peut-être parler d'un concept pour parler de ce qui est plus fou maintenant dans l'intelligence artificielle, et peut-être que l'image précédente d'ailleurs peut vous faire imaginer des trucs un peu délirants. Certains d'entre vous, je suis sûr, ont entendu parler du concept de singularité, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas encore exactement ce que c'est. Donc en 2 mots, ce concept il est apparu en fait dans la science-fiction des années 80. Il a été repris par un certain nombre de futurologues, dont Ray Kurzweil qui est le plus célèbre pour avoir écrit un bouquin qui s'appelle La singularité est proche en 2006. Et ce que dit ce concept, c'est très simple. Il dit que, en fait, en suivant la loi de Moore, qui est une loi que vous connaissez certainement, qui dit que depuis les années 70, la puissance des calculs de machines double tous les 18 mois tout en réduisant de volume. Ce qui fait que mon iPhone est en gros plus puissant qu'Apollo 11 qui nous a emmenés sur la Lune, a globalement la capacité de nous faire croire que la forme d'intelligence des machines va dépasser en tout point l'intelligence de l'homme d'ici, disait-il, 2045. Et il y a 2 mois, il a dit finalement c'est 2029. Un peu embêtant. Pour toute l'humanité, exactement. Exactement. De la somme des intelligences collectives. Très, très bon point, c'est vrai, merci, parce que ça m'aide sur la suite. Cool. On n'a pas répété.
Et ce concept de singularité qui est en fait absolument fou, absolument faux aussi, puisqu'il se repose sur une loi de Moore qui est évidemment empirique et à peu près fausse depuis plusieurs mois, et aussi parce qu'il ne prend pas en compte le fait que l'intelligence artificielle a évidemment explosé ces derniers temps en raison d'une masse de données gigantesque qui subit un effet cliquet qui ne se reproduira pas 10 fois. Et aussi parce que l'innovation au niveau des algorithmes, elle, n'est évidemment pas allée aussi vite. On utilise à beaucoup d'égards des algorithmes vieux de 20 ans dans l'intelligence artificielle. En revanche, un fantasme qui aujourd'hui fait croire pour beaucoup de startups, beaucoup d'investisseurs, etc., qu'on est capable de mimer le comportement humain par la machine. Alors à quoi ça sert? On ne sait pas toujours. Donc il y a des projets qui veulent tout simplement produire de l'émotion, des humanoïdes qui seraient doués d'empathie, des projets qui imaginent une imagination artificielle, donc tout ça comme l'homme, et mieux que l'homme même, des projets qui vont vous prédire le futur. Alors dans l'émotion, il y a énormément de projets qu'on a croisés ces dernières années qui prétendent exactement ça. Et il y a une chercheuse française extraordinaire qui explique la nuance intéressante pour dire non, en fait, on ne produit pas des machines qui ressentent. On est capable, c'est Catherine Pellachot, qui est directrice de recherche au CNRS, qui concrètement développe, elle, sur ces sujets qui sont les comportements non verbaux, des avatars qui sont capables d'identifier vos émotions, d'y réagir, mais évidemment qui n'ont jamais une vie intérieure, à aucun moment, qui ne ressentent pas les choses, qui simplement y réagissent. Je fais très vite, d'accord. L'imagination artificielle, c'est cette image dégueulasse de Deep Dream que vous avez dû apercevoir, ce type d'image sur les moteurs de Deep Dream lâchés par Google il y a 2 ans, qui réinterprétaient des images célèbres en y incrustant des images de têtes de chat, de chien, d'œil de chat, de chien. Pourquoi? Alors on se disait c'est dingue, les machines rêvent, elles rêvent de chats et de chiens. Bah oui, on partage sur Internet 30% d'images de chats et de chiens. Et du coup, elles apprennent sur ImageNet à réincruster ces espèces d'horreur. Donc on est d'accord, une imagination qui va pas très loin. L'apprentissage de la prédiction, on sait que l'apprentissage prédictif, c'est un sujet très sérieux d'Yann Lequin qui dirige le labo de recherche de Facebook en intelligence artificielle pour être capable sur une séquence de frames vidéo de produire la séquence suivante. C'est assez hallucinant. Mais de là à imaginer qu'une intelligence artificielle puisse imaginer le futur, vous direz on n'en est pas là. Mais si, il y a une boîte qui a promis de le faire l'année dernière, qui s'appelle Tilofy, qui a dit nous allons construire une boule de cristal intelligente. À grands coups d'apprentissage profond sur le web, on va vous dire votre futur, le futur de votre entreprise. Génial. Du coup, tout le monde s'est demandé, c'est à Los Angeles, tout le monde s'est demandé ce qui va se passer. La rumeur veut dire qu'ils vont nous dire notre futur dans 1000 ans ou peut-être simplement donner la date exacte de la singularité. Et en fait, ils ont fait beaucoup plus fort. C'est le truc qu'ils ont réussi à prédire avec exactitude, c'était le buzz du donut arc-en-ciel à Los Angeles sur la plage. Et le pauvre donut existait déjà depuis 2 semaines. Donc bon, tout ça pour vous dire que la singularité, en fait, ça n'existe pas, c'est en tout cas pas pour 2017. Et du coup, faut faire très attention en reprenant évidemment le mot de numéro 8 tout à l'heure sur la responsabilité qu'on avait avec ces extraordinaires technologies, de ne pas se laisser piéger par ce type de concepts qui nous font tomber dans des images négatives de la technologie, voire des projets qui n'ont aucun sens, et au contraire, essayer de définir une version positive de ces technologies ensemble. Alors, pour finir, pour clore un petit peu sur ces sujets, on évoquait tout à l'heure, à côté de l'intelligence artificielle, d'autres formes d'intelligence qui sont absolument essentielles à poser à côté de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on parle énormément de remplacement de l'homme par la machine, ce qui ne fait pas sens, parce que ce sont d'autres formes d'intelligence qu'on est en train de développer. Donc là où on parle de remplacement, je préfère l'idée du replacement, du déplacement de l'intelligence humaine sur une chaîne d'intelligence au pluriel. Que là où peut-être que l'intelligence artificielle est effectivement plus efficace que nous, pauvres humains. Dans l'efficacité, la mémoire, la répétition, nous sommes a priori indépassables pour ce qui relève de notre ingéniosité, de notre adaptabilité et surtout de la morale, du choix que l'on fait au moment de construire ces machines. Et cet élément est absolument essentiel dans les années qui viennent pour comprendre que nous n'avons pas à nous rapprocher des machines quand les machines se rapprochent de nous et qu'il faut construire au contraire pour aborder les grands défis de notre ère une intelligence multiple qui va associer nos capacités, qui va nous permettre enfin de résoudre des problèmes gigantesques dans le monde et peut-être de construire d'autres mondes, des utopies extraordinaires, mais de ne surtout pas en rester à cette idée néfaste de remplacement. Alors, c'est ce qu'on appelle effectivement, à côté de l'intelligence artificielle, il y a cette idée qui existe en fait depuis longtemps d'une intelligence humaine qui, connectée, serait, et collective, extrêmement puissante. Souvent, on évoque l'idée qu'il y a 2 révolutions aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle. On en a parlé très brièvement. Et collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des théories qui en fait sont apparues dans le management dans les années 60-70 sur le brainstorm. Vous savez, a priori, on réfléchit mieux à 6 que tout seul dans une entreprise, puis faire remonter l'information, etc. Et maintenant, on se dit, mais c'est cool, mais on est 3 milliards d'êtres humains connectés sur Internet. Si on crowdstormait,
Si on réfléchissait à l'échelle de la foule, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait pour identifier des nouveaux projets d'innovation? Qu'est-ce que ça donnerait concrètement pour transformer les problèmes qu'on a quand on sait que dans le monde, il y a des gens qui ont les bonnes idées alors qu'on ne peut pas l'imaginer? On donne souvent cet exemple qui est assez célèbre sur ces stratégies de crowdstorm, qui est que pour un séquençage ADN très complexe, l'université de Stanford avait réalisé un jeu vidéo qu'ils avaient lâché sur le web parce qu'ils n'arrivaient pas, eux, à développer le système. Et ils se sont rendus compte que la personne qui avait réussi à le craquer est une assistante de dentiste à Liverpool. Ça, c'est la plus belle démonstration de ce que peut être à un endroit donné une intelligence collective, parce que la question a été bien formulée, la question a été bien posée vers une personne qu'on n'aurait jamais identifiée comme celle qui allait résoudre le problème. Et puis il y a d'autres éléments, je ne m'attarde pas, mais je serais heureux d'en parler avec vous si vous êtes intéressés, qui consistent à dire que pour l'instant, on s'intéresse énormément, comme je l'ai dit un peu en intro, à l'intelligence humaine, comme si avec nous qui étions intelligents. C'est pas vrai, il y a des éléments de la nature qui sont immortels. Ils doivent très certainement être plus intelligents que nous, non? Donc il y a plein de sujets de recherche, notamment au Japon, qui se développent sur l'idée qu'il y aurait une intelligence naturelle propre à la faune et la flore dans leur situation de procédé de decision making. Et il y a notamment un laboratoire entre la Tama et la Tokyo University qui analyse cette intelligence et qui veut construire des machines qui répliquent dans un biomimétisme parfait ces formes d'intelligence potentiellement plus fortes que les nôtres. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau du collectif dans la nature, on observe ce qu'on appelle des intelligences swarm, ou les intelligences d'essaim. Vous voyez peut-être ces espèces d'oiseaux qui de temps en temps se mettent ensemble pour constituer une forme extraordinaire dans le ciel, pour se protéger de quelque chose qui approche, ou en tout cas qui prennent des décisions collectives qui n'auraient pas été la même que celle de la somme de leurs individualités. C'est une forme d'intelligence extraordinaire que l'on n'est même pas à la cheville de découvrir. Donc je vous parle simplement de ces exemples pour vous dire qu'on est effectivement à l'aube d'une révolution gigantesque dans le domaine des intelligences. Que là où effectivement j'ai été absolument fasciné par le projet, c'est que je pense que ce qui est en jeu ici, c'est de définir une autre forme d'intelligence, unique. Que là où on parle effectivement de AI, nous on préfère lui soustraire à artificiel le mot de alien qui veut dire autre. Qui veut dire qu'ensemble, avec l'intelligence artificielle et l'intelligence collective, on ne fait pas un cyborg. On ne fait pas 1 + 1 = 1. On fait 1000. On fait 1000 avec la spécificité de vos intelligences, la capacité à aller les sourcer, la décision collective. Voilà, je suis très heureux d'en parler avec vous un petit peu plus, si ça vous intéresse, et merci encore pour cette invitation. Alors, moi, je vais conclure très rapidement, juste pour vous dire que les pizzas sont arrivées et que la bière est sortie des frigos. Donc tout le reste de la partie sur double pipe, discuter avec les différents intervenants, les talks qui ont un petit peu débordé sur le timing. Voilà, on va passer à côté, enfin derrière, pour ceux qui connaissent un peu mieux. Donc vous pouvez soit y accéder par les sorties de gauche ou les sorties de droite, et c'est directement la porte à côté. Merci.